Bonjour Monsieur l'ambassadeur Daniel Saada. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J en direct. Vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France, presque 5 jours maintenant après le déclenchement de l'opération israélienne pour restaurer l'ordre et le calme, comme le disait tout à l'heure Benyamin Netanyahou. Quel bilan faites-vous de cette opération contre les groupes terroristes à Gaza ? Mais d'abord, je rappelle ce qu'il faut, je pense, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il s'agit d'une opération dont nous n'avons pas pris l'initiative. C'est le Hamas qui a commencé cette opération. C'est le Hamas qui a lancé ses missiles sur les villes israéliennes. Il a commencé mardi, vous vous en souvenez, y compris sur Jérusalem, la ville sainte. C'est une opération dans laquelle nous avons été contraints de réagir. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant 5 jours pour non seulement essayer de porter atteinte aux capacités du Hamas de continuer à envoyer ses roquettes sur Israël, mais également pour essayer de porter le coup le plus dur possible à cette organisation terroriste. Est-ce que les décideurs israéliens, politiques et militaires, ont été surpris par la décision stratégique du Hamas d'initier un nouveau cycle de violence contre Israël ? Pour être très franc, depuis la fin du mois d'avril, à partir du moment où nous avons compris que l'autorité palestinienne allait une fois de plus, en prétextant, comme ils le font régulièrement, la responsabilité d'Israël, mais une fois de plus reporter les élections, c'est-à-dire empêcher la rue palestinienne de s'exprimer. Qui était prévu le 22 mai pour les législatives. Qui était prévu le 22 mai et dont l'annonce définitive, ça planait depuis le début avril, et l'annonce définitive a été faite le 27 ou le 28 avril, si je ne me trompe pas. Et nous avons bien compris, nous avons tous eu la même analyse, que le Hamas, se voyant confisquer une élection dont il était clair qu'il remporterait non seulement dans la bande de Gaza, mais également dans la plupart des grandes villes de Cisjordanie. Il était clair pour la plupart des analystes, pas seulement les nôtres, que le Hamas allait chercher à essayer de remporter ce succès autre part que dans les urnes et à travers notamment la violence, puisque c'est le seul langage qu'il connaît. On a lu, Daniel Saada, dans la presse israélienne qu'il y avait néanmoins des divergences de vues ces derniers jours entre d'une part l'état-major et le Shin Bet et les renseignements militaires sur justement à la fois ces décisions éventuelles du Hamas et puis sur les modalités d'action du Hamas. Est-ce que peut-être qu'Israël, sur ce point-là, en tout cas une partie des décideurs ont mal évalué la volonté du Hamas d'entrer en guerre, alors qu'on imaginait peut-être que les millions de dollars qui étaient déversés par le Qatar allaient permettre de maintenir un semblant de calme dans la région? Il est toujours difficile d'envisager que des hommes décident de tuer d'autres hommes de manière délibérée, parce que c'est ce que fait le Hamas. Le Hamas lance des milliers de missiles. J'utilise de temps en temps parce que ma langue fourche, parce qu'on a l'habitude de dire des roquettes. Mais je refuse de dire des roquettes. Ce ne sont pas des roquettes, ce sont des missiles. Certains d'entre eux peuvent atteindre 300 ou 400 kilos de dynamite, d'explosifs. Imaginez ce que ça représente lorsqu'ils tombent dans des zones peuplées. Or, ils ne sont tirés que vers des zones de peuplement. Il n'y a pas une seule cible militaire israélienne qui est visée par le Hamas. Il faut le dire et le répéter. Pas un seul de ces missiles n'a été tiré en direction d'une base militaire, par exemple. Ça n'intéresse pas le Hamas. Le Hamas ne cherche qu'à tuer des civils. Le Hamas cherche à commettre un double crime de guerre. D'abord, tuer le maximum de missiles en Israël et utiliser sa propre population, ses propres civils, ses propres enfants comme bouclier humain pour essayer de susciter la condamnation d'Israël, comme nous avons l'habitude de le voir chaque fois qu'il y a des dégâts civils également du côté palestinien. Donc c'est ce double crime. Et lorsque vous me demandez si on a mal évalué, je me pose toujours la question, combien peut-on évaluer le démon humain? Combien peut-on évaluer jusqu'à où peuvent aller ce genre d'organisation terroriste avec l'ampleur de ces attaques qu'ils ont lancées contre les grandes villes israéliennes et contre les localités du Sud. Vous savez, il y aurait dû y avoir, chacun de ces missiles, comme je le disais tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines, peut-être même dans certains cas, ça dépend de ceux qui sont utilisés, plusieurs centaines de kilos de dynamite. Il aurait dû y avoir, s'il n'y avait pas le système antimissile, s'il n'y avait pas le fait d'abord qu'un tiers de ces missiles tombent à l'intérieur de la bande de Gaza, et ceux qui tombent à l'intérieur de la bande de Gaza sont ceux qui provoquent le plus de dégâts. C'est-à-dire que la majorité des victimes qu'il y a aujourd'hui du côté palestinien sont des victimes non pas des bombardements israéliens, dont on dira un mot après si vous le voulez bien, Bien sûr. mais ils sont les victimes
de ces roquettes et de ces missiles qui sont lancés la plupart du temps depuis des zones de peuplement, depuis les toits des immeubles, dans lesquels on a pris le soin d'enfermer à l'intérieur des femmes et des enfants, pour essayer d'attirer le bombardement de la part d'Israël pour qu'il y ait le plus de victimes civiles, non seulement du côté israélien, mais également du côté... Est-ce que vous regrettez qu'on ne comprenne pas toujours dans les médias français cette réalité particulièrement complexe Vous constatez comme moi déjà un véritable problème qui évidemment n'est pas fortuit, un véritable problème. Vous êtes journaliste et vous êtes comme moi sensible à la terminologie. Il y a d'abord un véritable problème de terminologie. Tsahal bombarde toujours la bande de Gaza. Chaque fois que l'on parle de la bande de Gaza, il s'agit de bombardement. Mais lorsqu'il s'agit des missiles qui sont lancés sur Israël, une pluie de roquettes ou des tirs en provenance de Gaza. Une pluie de roquettes. J'ai vu cette semaine une pluie dans le ciel de Tel Aviv. On parle de quoi? On n'est pas à Star Wars. Il y a une forme de déresponsabilisation, de désensibilisation, de déshumanisation de la partie israélienne. Comme si, en fin de compte, le Hamas était une petite organisation avec très peu de moyens qui essayait, le petit David qui essaye de se battre contre le Goliath israélien. Vous connaissez la formule bien mieux que moi. Monsieur l'ambassadeur, que s'est-il réellement passé? Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez le détailler à cette antenne, hier soir dans la bande de Gaza. Nous avons concentré des troupes et un certain nombre de moyens en avant-poste le long de la frontière. Parce que, vous savez, le problème essentiel, je l'ai un peu évoqué déjà, la technique des boucliers humains pose un vrai problème moral pour notre armée. Pour répondre, parce que souvent on se pose la question, comment ça se fait, vous me l'avez posé vous-même, comment ça se fait que ces tirs continuent, comment la puissance de feu de Tsahal, la puissance militaire, la puissance technologique d'Israël, comment ça se fait que nous n'arrivons pas à trouver un terme à ces tirs de missiles vers les localités israéliennes? Eh bien tout simplement parce que, compte tenu du fait que le Hamas utilise sa population en bouclier humain, cela pose un certain nombre de problèmes pour nous parce que nous ne pouvons pas, évidemment, uniquement utiliser les bombardements aériens. Et même lorsque nous les utilisons, je vous ai dit tout à l'heure que j'en dirai un mot, nous les utilisons de manière chirurgicale. Ce n'est pas une expression vaine. Vous savez, vous avez vu pour cibler les responsables du Hamas et du djihad islamique. Nous avons des moyens technologiques qui nous permettent de prévenir tous les occupants d'un immeuble par téléphone, par SMS, par WhatsApp avant que la frappe ait lieu. Nous les invitons à sortir de l'immeuble. Nous avons la possibilité de tracer leur téléphone pour savoir s'ils ont effectivement quitté l'immeuble. Vous savez, le nombre d'avions qui sont en route pour une mesure opérationnelle et qui sont rappelés en cours parce que les unités de tracing leur indiquent que l'immeuble n'a pas été complètement évacué. Et donc, dans ce cas, on les fait partir en arrière. Pourquoi est-ce qu'on voit tous ces photographes étrangers qui sont installés sur des toits et qui assistent et qui filment les immeubles en train d'être détruits? Ce n'est pas par hasard. Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui leur a indiqué qu'il fallait qu'ils soient là? C'est simplement parce que nous avons averti qu'il y allait avoir une frappe sur cet immeuble, que le Hamas a prévenu les journalistes pour qu'ils puissent venir assister aux destructions que l'armée israélienne provoque à Gaza. Alors vous allez me poser la question, pourquoi nous détruisons cet immeuble? Nous détruisons des immeubles qui servent avec des rampes de lancement sur les toits, dans lesquels il y a des bureaux avec des unités opérationnelles du Hamas, que ce soit au niveau informatique, au niveau cyber, au niveau opérationnel, etc. Donc les destructions de ces immeubles ne sont pas une simple vengeance israélienne, c'est véritablement un objectif militaire qui est visé parce que, encore une fois, le Hamas utilise la population civile, les installations civiles, les immeubles d'habitation, les écoles, les centres de l'ONU, les hôpitaux, tout ce qui peut permettre d'attirer la haine contre Israël. Et pour revenir à l'opération d'hier soir, une opération aérienne massive, l'une des plus importantes, dit-on, du côté israélien depuis plusieurs années contre la bande de Gaza. Évidemment, ce qui a fait beaucoup parler les journalistes, c'est la communication de Tsahal au milieu de la nuit, évoquant une incursion terrestre. On a expliqué ensuite du côté de Tsahal que finalement c'était un problème de communication, mais il semble que ce soit un peu plus compliqué que ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous apporter un peu plus de détails sur ce qui s'est passé? Je n'ai pas d'informations supplémentaires. J'ai lu comme vous un certain nombre de commentaires et d'estimations. Je n'ai pas d'informations de sources officielles pour les confirmer. Ce qui est sûr, c'est que l'un des objectifs que nous visons, c'est d'essayer de porter atteinte un coup le plus fatal possible aux infrastructures de terreur qui se trouvent
grâce au souterrain que le Hamas a développé, a créé, a construit dans le sous-sol de Gaza, que ce soit au nord, au sud, essentiellement au sud, parce que c'est avec l'Égypte, avec la frontière avec l'Égypte, que passe la plupart de la contrebande qui a permis de faire entrer à Gaza les explosifs et les moyens militaires pour permettre de continuer à créer ces missiles, parce que vous imaginez bien, déjà plus de 2100 missiles ont été tués depuis le début de la semaine. J'ai regardé tout à l'heure un certain nombre de chiffres, c'est la moitié en 4 jours ont été tirés, la moitié des missiles qui ont été tirés en provenance du Liban par le Hezbollah pendant toute la seconde guerre du Liban en 2006, presque un mois. En 3 jours, nous avons eu la moitié de ce qui a été tiré dans le nord du pays pendant presque un mois. Vous imaginez l'ampleur de l'approvisionnement dont le Hamas a réussi à se fournir, à obtenir. Donc cela montre bien que ces tunnels sont névralgiques, sont une arme névralgique pour le Hamas. C'est une infrastructure qu'il faut absolument détruire, et c'est ce que nous avons visé cette nuit, avec, semble-t-il, beaucoup de succès. Quand s'arrêtera cette opération? Est-ce que vous visez désormais, parce que l'armée israélienne cherche à éliminer les principaux responsables du Hamas? On parle évidemment notamment de Yahya Sinwar ou de Mohamed Deif. Est-ce que c'est aussi l'un des objectifs de cette opération israélienne? Nous n'arrêterons pas l'opération tant que le Hamas sera debout. Debout, c'est-à-dire? Nous allons faire en sorte qu'ils soient un peu à genoux. Il est temps qu'ils s'agenouillent un petit peu. Est-ce que c'est possible sans opération, sans incursion terrestre? Nous allons voir. Nous allons tout faire pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Y compris si ça doit durer dans le temps, et malgré, on va y revenir évidemment sur les pressions internationales qui vont probablement s'accroître au fur et à mesure que l'opération se poursuivra. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un scénario que nous ne connaissons pas. Nous avons déjà été dans ce type d'opération parce que le Hamas, lui, ne change pas. Nous avons changé depuis 20 ans que le Hamas a commencé à se développer, 16 ans qu'ils sont officiellement au pouvoir dans la bande de Gaza. Je peux compter le nombre de ministres de la Défense qui ont changé chez nous, le nombre de premiers ministres qui ont changé chez nous, mais chez le Hamas, rien n'a changé, ce sont les mêmes. Leur idéologie est la même. Donc le problème, c'est le Hamas. Donc il faut pouvoir, lorsqu'il y a ce type d'opération, ils viennent d'envoyer 2100 missiles sur les localités israéliennes, pas les moindres, alors que nous commencions à voir le bout du tunnel après la crise de la pandémie du Covid, et que notre société, notre pays commençait à reprendre le goût de la vie. Le Hamas est venu essayer de nous infliger le coup de ces 3 derniers jours. Il ne peut pas rester innocent, ça ne peut pas rester sans réponse de notre part. Vous savez, je le répète, je l'ai dit dans plusieurs rédactions là où j'ai été invité, je cite souvent le Premier ministre Rabin qui avait l'habitude de dire que nous n'avons pas pour voisins la Belgique et le Luxembourg. Et je n'ai jamais su pourquoi il prenait toujours en exemple ces 2 pays. Peut-être qu'il représentait pour lui le summum de la sérénité, le summum des relations paisibles. Nous n'avons pas ces pays comme voisins. Nous avons comme voisins le Hezbollah au nord et le Hamas. Avec 2 organisations terroristes de ce type, le pire des messages serait un message de faiblesse. Est-ce que vous vous inquiétez justement, puisque vous évoquez le Hezbollah, d'un réveil de la frontière nord? Nous nous inquiétons tout le temps du Hezbollah. Nous ne cessons de dire que le Hezbollah est une organisation extrêmement dangereuse. Ils sont en train de mettre le Liban à plat. Et peut-être qu'ils, compte tenu de l'activité, notamment de la France, pour essayer de sauver le Liban, peut-être qu'ils envisageront, qu'ils essaieront d'utiliser, d'exploiter la situation actuelle. C'est une crainte que nous nourrissons, contre laquelle nous sommes prêts, évidemment, mais que nous nourrissons. Vous savez, n'oublions pas que le Hezbollah au Liban, le Hamas à la bande de Gaza, derrière, c'est exactement le même commanditaire, c'est l'Iran. C'est l'Iran dont à Vienne, depuis 3 semaines, un peu plus maintenant, presque un mois, des plénipotentiaires sont en train d'essayer de négocier un nouvel accord pour améliorer l'accord de Vienne de 2015. Et dans ce nouvel accord, il y a, à la demande notamment de la partie française, la volonté d'essayer d'inclure les tentatives de déstabilisation régionale de l'Iran.
C'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc on voit bien que l'Iran est aussi engagé dans une course de vitesse pour essayer d'utiliser ces derniers mois. Et on dit, monsieur l'ambassadeur, que le Hamas chercherait justement, aurait cherché a cherché à cibler une nouvelle fois de manière massive le territoire israélien, justement pour essayer de récupérer une partie des subsides que l'Iran verse régulièrement au djihad islamique. Est-ce que c'est aussi une guerre interne entre deux organisations démentielles, démoniaques, entre le djihad islamique pour essayer de s'accaparer le maximum de ressources et de moyens de la part et montrer leur leadership sur le terrain. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, ce sont eux nos voisins. Et face à des voisins de ce type, si nous voulons survivre, il faut que nous soyons forts. J'évoquais tout à l'heure la question diplomatique. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion virtuelle publique sur le conflit en cours dimanche. Est-ce que vous vous attendez à un renforcement des pressions diplomatiques? On a vu un certain nombre de pays soit soutenir Israël, comme les États-Unis, l'Allemagne et la France, tout récemment, avec évidemment des accents... Avec des gestes très forts. Je ne sais pas si vos auditeurs savent que le chancelier Kurz en Autriche a fait hisser le drapeau israélien sur tous les bâtiments publics en Autriche en signe de solidarité. C'est un geste très fort. Nos amis allemands ont décidé également de mettre le drapeau sur les masques officiels de tous les officiels allemands. Ils ont sur leur masque une phrase en allemand qui dit « Nous sommes avec Israël » avec le drapeau israélien. Je rêve du jour où nous pourrions voir ça également dans d'autres pays, également ici en France par exemple. C'est un geste d'amitié extrêmement fort qui nous apporte, qui nous touche beaucoup et qui nous apporte ce soutien dont nous avons besoin en ce moment. Vous considérez que le soutien français en l'état est un peu trop modéré si on devait le comparer à celui que vous évoquiez à l'instant du côté de l'Allemagne ou de l'Autriche? Je dis qu'en Autriche, en Allemagne, des gestes puissants, des gestes très forts, très symboliques ont été posés et ils nous réchauffent le cœur. Qu'en est-il du côté américain? Joe Biden, il y a quelques jours, a indiqué qu'Israël avait parfaitement le droit de se défendre, tout en espérant que le conflit se termine le plus tôt possible. Est-ce que l'intervention diplomatique accrue des Américains d'ici quelques jours ou quelques semaines pourrait, peut-être quelques jours plutôt que quelques semaines, pourrait conduire les Israéliens, les décideurs israéliens à mettre un terme à cette opération? Écoutez, ce n'est l'intérêt de personne de ce qu'une situation aussi épouvantable se prolonge. Ce n'est pas notre intérêt. Malgré les messages que j'ai fait passer plus tôt, ce n'est pas notre intérêt. Malgré les objectifs très élevés que vous avez fixés. Nous devons essayer d'obtenir ces objectifs dans les meilleurs délais. D'abord parce que nous sommes conscients que la pression internationale va monter et que nos amis américains ne vont pas pouvoir tenir cette pression très forte. Je rappelle que des pays comme la Tunisie, par exemple, sont actuellement membres non permanents, mais membres du Conseil de sécurité. Ils déploient des efforts colossaux pour essayer d'obtenir des réunions et avec toute la gamme de décisions que le Conseil de sécurité peut prendre, depuis une simple déclaration jusqu'à une résolution. Donc il y a une activité, pour ne pas dire un activisme très fort au Conseil de sécurité pour essayer de faire pression sur Israël. Il y a évidemment la pression des pays de la région. Nous ne sommes pas indifférents, nous ne sommes pas insensibles au fait que nous avons maintenant des alliances avec de nouveaux pays arabes qui risquent également d'avoir des problèmes de politique interne, même si pour l'instant ce n'est pas le cas ni aux Émirats arabes unis, ni à Bahreïn, ni au Maroc. Mais malgré tout, nous sommes conscients du caractère extrêmement explosif de ce type de situation avec nos nouveaux alliés. Donc ce n'est l'intérêt de personne. Et puis évidemment, la situation sur place en Israël. Nos citoyens vivent, près de 4,5 millions d'Israéliens sont sous le feu des missiles du Hamas depuis maintenant presque 4 jours. Donc c'est une situation à laquelle il n'est bon pour personne de la faire perdurer, mais ce n'est pas la pression internationale qui nous mènera à notre décision. C'est lorsque nous aurons la conviction que nous avons apporté la solution, que nous avons obtenu les objectifs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui peuvent dans certains cas ne pas être totalement grand public. Ils peuvent dans certains cas peut-être ne pas être visibles ou audibles, ne pas être perceptibles à l'œil que des civils que nous sommes, et peut-être que nous obtiendrons ces résultats par d'autres moyens. Un dernier mot sur la manifestation qui était prévue demain, notamment à Paris, dans le 18e arrondissement, qui a été interdite par la préfecture de police. Est-ce que vous vous inquiétez, Daniel Saada, d'un regain d'antisémitisme en rapport avec ce nouveau cycle de violence au Proche-Orient ? Malheureusement, et j'ai également eu l'occasion de le dire lorsque j'ai été interrogé sur d'autres médias, malheureusement, d'abord on a vu ce qui s'est passé en Allemagne cette semaine, avec des manifestations pro-palestiniennes qui ont tourné très vite à des incidents antisémites.
Ça a été le cas ici en France dans le passé. Donc ce n'est pas ni une vue de l'esprit, ni une estimation de quelques centres de recherche ou d'analyse. C'est une réalité. Cela fait maintenant malheureusement plusieurs dizaines d'années que le conflit israélo-palestinien est prisonnier de milieux qui ne cherchent qu'à attiser la haine, et on le voit de manière récurrente à chaque fois qu'il y a une flambée de violence au Proche-Orient, des expressions de haine. Descendre dans la rue pour soutenir la cause palestinienne ou n'importe quelle autre cause est une chose, elle peut être légitime, mais descendre dans la rue pour crier mort aux Juifs, mort à Israël, c'est inacceptable. Et je prends note, parce que je n'ai pas mon rôle de porter un jugement sur les décisions du gouvernement français, mais je prends note du fait qu'on a pris la mesure de ce danger ici en France. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Daniel Sada, d'avoir été mon invité dans ce grand journal. Je rappelle que vous êtes le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël en France. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de la radio. Merci à vous. Merci beaucoup.